Parents Live, la vie de famille en direct. Vous avez envie de partager votre expérience de parents, grands-parents, beaux-parents, enfants ou ados sur un sujet qui vous tient à cœur, racontez-vous. Sur Parents Live, on parle de la vie de famille, la vraie, celle qui tâche, qui fait du bruit, qui empêche de dormir ou qui claque les portes. Rejoignez le direct Parents Live tous les deuxièmes mercredis du mois sur News FM. Retrouvez les podcasts et l'ensemble des vidéos créées dans le cadre du projet Parents Live sur parentslive.fr. Yes, la famille, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission Parents Live, l'émission consacrée à la parentalité sous toutes ses formes, 20e numéro. Bouh, bonjour Florence. Salut Greg. Ça va ? Ça roule. Ouais, très bien, très content de se retrouver pour cette deuxième Parents Live de l'année 2022. La première et oui, était en mettons janvier. qu'on fait ça tous les 2 mois, on se voit un petit peu moins. Carrément, on se voit un petit peu moins. Mais ça veut dire que le Covid recule et qu'on fait plus de choses sur le terrain, donc moi ça me fait plaisir quand même. C'est bien, on le dit comme ça me va, ça me va. Aujourd'hui, la thématique de ce 20e numéro de Parents Live, du balai, la charge mentale, comment se faciliter la vie au quotidien. Et oui, ça fait un sacré bout de temps en fait que moi ce sujet-là, il me trotte dans la tête. Et pour une émission de lendemain de 8 mars, de lendemain de journée du droit de la femme, je trouve que le timing, il est plutôt pas mal. En fait, moi, il y a beaucoup de choses que j'avais anticipées avant de devenir maman, ou plutôt j'avais projeté plein de trucs, et puis forcément, il n'y a rien qui s'est passé comme prévu. Et notamment le fait que j'allais être propulsée à la tête d'une mini-société, où il me faudrait organiser des plannings, de la logistique, du ravitaillement, de la manutention, et bien sûr, les ressources humaines avec des collaborateurs passablement réfractaires. Bref, en tant que mère, ce serait moi, le chef de la maisonnée, et la personne référente. Et bien que persuadée que je me tenais à distance du modèle familial de mon enfance, j'ai foncé tête baissée et j'ai fini par reproduire très vite le schéma traditionnel de la répartition genrée des tâches. Donc ce que j'avais envie de faire dans cette émission, c'était de réhabiliter la conversation ménagère, celle dont on a souvent un peu honte, mais qui en fait peut vraiment nous changer la vie. Du genre, ah ouais, toi tu utilises un aspirateur à vapeur pour nettoyer les sols, c'est comment ? Moi j'arrive pas à décrasser ma baignoire, t'aurais pas une super recette de grand-mère ? Franchement, les repas du quotidien, moi ça me prend le chou, tu t'organises comment ? Et puis moi, j'arrive pas à me tenir en fait à des routines ménagères. Je craque quand tout est vraiment trop crade. C'est quoi ton plan pour se motiver chaque jour ? Et puis surtout, l'important, c'est de remettre tout ça dans une perspective de travail d'équipe pour que chaque membre de la famille soit partie prenante. C'est pour ça qu'après une partie trucs et astuces, on va se demander comment on répartit les tâches au sein du couple, de la famille, et puis comment on facilite la participation des enfants. Yes, avec nous pour en parler, Sixtine, mère de 4 enfants de 13, 12, 8 et 6 ans. Bonjour Sixtine, tu es avec nous en visio, voilà. Alors, entrepreneuse, influenceuse et créatrice de Mon Petit Organisateur de Vie, c'est un agenda complet qui permet de centraliser au même endroit sa vie pro, perso et l'orga familial. Elle alimente aussi plusieurs comptes Instagram, dont Ma Petite Organisation, où elle livre chaque jour à sa communauté des tips simples et accessibles pour se faciliter la vie. Donc, bonjour encore une fois, Sixtine. Ensuite, Clémentine, mère d'Antoine, 11 ans, qui est en studio. Vous êtes tous les deux avec nous en studio. Antoine qui participera aussi également à nos échanges. Clémentine, elle est artiste, blogueuse. Elle s'intéresse tout particulièrement à l'écologie dans la vie quotidienne, l'alimentation et les relations. Elle partage ses créations, ses découvertes, ses trouvailles et ses bons plans sur son blog et via son compte Instagram, Clémentine la Mandarine. Bonjour. Bonjour. Un grand merci d'être avec nous pour cette émission de radio. Et puis, une fois n'est pas coutume, je vais participer à l'émission avec ma casquette de maman. Parce que pour tout vous avouer, clairement, question organisation, moi je suis en PLS. En gros, je mise tout sur le fait que j'ai une bonne mémoire et une grosse résistance au manque de sommeil. Du coup, ça tient, mais au prix d'une charge mentale gigantissime, d'une fatigue abyssale. Je pense qu'on est nombreuses, voire nombreux dans ce cas, et c'est au prix de notre santé mentale, de notre santé physique. Et puis, ça pèse quand même sur nos relations avec nos compagnons et nos enfants. Donc, go girl, comment je rends mon quotidien plus vivable ? Je suis Florence, coordinatrice chez Parents Live. J'ai 2 enfants de 6 et 3 ans, et puis je vis en couple avec leur papa. Première partie de cette émission, donc les tips, les trucs et autres astuces. Dans cette partie tips, trucs et astuces, on va se partager les bonnes pratiques pour s'organiser, comment elles se traduisent au quotidien dans les tâches domestiques de base, à savoir la confection des repas, le ménage ou encore le linge. Voilà, allez, je me lance encore. J'allais dit que j'allais parler. Hein. Ah, mais c'est bon, c'est à toi. Micro ouvert. En gros, moi, clairement, je subis. J'ai du mal à hiérarchiser, à prioriser, à planifier. Je procrastine à fond et je me retrouve à tout faire en catastrophe et dans l'urgence. Et puis, il y a un truc, je me suis rendu compte aussi, je suis tout le temps
hyper vénère quand j'effectue une tâche ménagère. J'ai trop les boules, du coup je passe l'aspirateur comme une tarée, je renverse, enfin je sais pas, je fais n'importe quoi. Et puis en plus j'y trouve pas beaucoup de satisfaction parce qu'il faut bien se l'avouer, quand on a des enfants en bas âge, ça dure pas très longtemps, le côté appart propre et bien rangé. Donc tout est sans cesse à refaire. Bref, chez moi c'est plutôt crade, plutôt mal rangé, et la seule chose en général qui me motive un minimum, c'est quand je reçois des gens. Voilà. Et le drame, c'est en fait, je disais ça à Clémentine en off, c'est que je vis tout ça très mal. En gros, j'apprécie vraiment quand mon appart il est clean, organisé, mais le chemin pour y arriver me semble juste insurmontable. Alors, est-ce que je suis flemmarde ou est-ce que je manque juste un petit peu de méthode? Telle est la question. Telle est la grande question. Bah tiens, on va y aller avec quels sont les grands principes qui guident votre façon de vous organiser dans le quotidien. Je ne sais pas qui veut commencer. Je vais donner la parole à Sixtine qui est en visio. Au niveau de l'organisation en général, c'est vrai que moi je pars du principe que tout le monde doit vraiment y trouver son compte, voilà, que ce soit pas justement la guerre au quotidien. Tout le monde bien sûr doit participer parce que je ne suis pas un robot, je ne suis pas une machine. Voilà, tu parlais du fait que tu étais sur le fil, que tu dormais pas beaucoup et que tu tenais. Typiquement, moi, un des gros trucs que je mets en place, c'est de connaître mes limites. Et donc, justement, notamment le besoin de dormir. J'ai vraiment besoin de dormir, j'ai vraiment besoin de faire mes nuits, etc. Et donc ça passe aussi par l'éducation des enfants à comprendre ses besoins et au fait que pour que ça se passe bien dans la famille, voilà, il y a des petites règles à respecter et que chacun doit se respecter les uns les autres. Et ensuite, beaucoup l'autonomie des enfants. Voilà, je suis vraiment, je suis à fond pour l'autonomie des enfants au quotidien pour rendre l'organisation plus simple et me décharger, moi, de beaucoup de choses. D'accord, donc ils participent, quoi. Ils sont amenés à participer aux tâches aussi. Oui, et Sixtine, ce que tu disais aussi dans nos échanges pour préparer l'émission, c'est que toi, tu avais un état d'esprit où finalement, l'idée, c'était pas... tu n'avais pas envie de performer la mère de famille qui a 4 enfants et qui fait tout. Au contraire, tu avais envie de te faciliter la vie, quoi. Ah mais complètement, voilà. Moi, vraiment, c'est quand je dis que tout le monde y trouve son compte, c'est ça. C'est que moi, j'y trouve mon compte et que... en fait, je vois notre famille un peu comme une communauté et dans laquelle chacun doit participer. Voilà, je suis pas toute seule. Je suis pas comme un grand chef au-dessus de tout le monde. Et, et voilà, il faut vraiment que tout le monde participe et que ça se fasse en harmonie, quoi. D'accord, donc accepter, reconnaître ses limites, les faire reconnaître aux autres membres de la famille et puis faire participer les enfants. On en reparlera du coup dans la 3e partie. Clémentine, est-ce qu'il y a des grands principes qui guident un peu ta façon de t'organiser? Alors, moi, je dirais que ça se résume en un mot, simple. C'est simplification maximum de tout. Donc, ça va passer par le minimalisme, moins d'objets. Moins il y en a à ranger, moins il y en a à nettoyer. Au niveau écologie aussi, à partir du moment où on veut faire les choses de manière écolo, il y a plein de trucs qui disparaissent. Parce qu'on ne peut juste pas les faire, parce que ça n'existe pas de manière pas écolo. Donc voilà, au début c'est un peu frustrant, et puis au final on se rend compte que ça ne nous apportait pas tant de bonheur ou de satisfaction que ça, et on s'en passe bien. Donc c'est vraiment frugalité volontaire. Et pas d'organisation. Alors, ok, ça peut paraître bizarre, mais... Tu viens de faire trembler Flo. Ouais, mais en fait... Sans organisation. En fait, moi, j'ai essayé de m'organiser, j'ai essayé d'avoir des plannings, je les tiens pas, je les tiens jamais, ça me rend dingue, je suis frustrée de pas les tenir, donc j'ai juste arrêté d'en avoir, en fait. Je fais les choses quand j'ai envie qu'elles soient faites. Et voilà. Et puis, des fois, il y a des gens qui viennent chez moi, et c'est sale, et tant pis. Voilà. Tant pis pour vous. Et puis si c'est des gens qui vont être choqués de ça, quelque part, est-ce que j'ai vraiment envie qu'ils reviennent chez moi aussi? Mais franchement, ça m'est jamais arrivé. Il n'y a jamais quelqu'un qui a refusé de revenir chez moi parce qu'il trouvait ça trop sale, ou quelqu'un qui m'a dit « Oh là là, c'est sale quand même chez toi ». Non. Au contraire, il y a plein de fois des gens qui m'ont dit « Ah ouais, t'es détendu et tout, c'est trop bien ». Moi, j'ai des copains, quand ils viennent à la maison, ils passent l'aspirateur. C'est véridique. J'allais dire, sinon tu demandes aux gens de le faire, le petit coup de clean.
Sixtine, peux-tu nous présenter mon petit organisateur de vie? On était en pleine organisation et non-organisation. Alors toi, tu as fait quand même le truc mon petit organisateur de vie. Bien oui, en fait, quand je suis tombée enceinte du troisième, avec mes 2 enfants, c'est là où j'ai senti justement le besoin de m'organiser, de mettre à plat un peu tout ça, parce que j'avais besoin de tout noter par écrit. Et du coup, je n'ai pas trouvé le support adapté à ce que je voulais, parce que je voulais vraiment... je voulais sortir de l'agenda classique, je voulais pouvoir noter mes emplois du temps, ma routine de ménage pour rien oublier, mes menus, mes listes de courses, et vraiment faire mes comptes dedans aussi. Je voulais vraiment tout pouvoir combiner en un seul outil. Et puis aussi, c'est pour me permettre d'éviter d'avoir d'un côté... un bloc-notes pour les listes de courses, d'un autre côté des post-it pour à côté du téléphone quand on a des choses à noter, un agenda, un truc, multiplier les supports. Et du coup, je voulais vraiment tout regrouper en un seul. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai créé mon petit organisateur de vie qui, normalement, doit pouvoir nous permettre de tout noter dessus. Et c'est sous quelle forme? C'est quoi? C'est un site? C'est une appli? C'est un truc que tu as, toi, papier? Non, c'est un outil au format papier, qui est au format A5. Donc, j'ai pris ce format parce que c'était suffisamment grand pour pouvoir y noter plein de choses et en même temps suffisamment petit pour pouvoir le trimballer dans notre sac à main. Et il est en 2 semestres parce qu'il est tellement complet que sinon on aurait une encyclopédie dans notre sac à main à transporter. Ouais, j'imagine. D'accord, il y a une petite vidéo YouTube sur ta chaîne qui explique très bien comment l'utiliser, le prendre en main, et c'est vraiment quelque chose qui est modulable. On peut l'utiliser de différentes façons en fait. Donc c'est ça qui est appréciable aussi. Ok. Voilà, il y a pas mal de pages de notes libres, donc il y a de quoi faire. Yes. Antoine, bonjour, rebonjour. Bonjour. Antoine, est-ce que tu trouves que ta vie de famille est bien organisée, toi? Oui, c'est plutôt bien organisé. En fait, on fait les choses quand on doit les faire. Et puis, on se dit pas, on les fait maintenant. Et puis un point, c'est tout. Ça te va bien, toi, comme ça? Ouais, voilà, ça me va bien. Parce que si on les fait et qu'on n'a pas besoin de les faire, moi, je vois pas l'utilité. Ouais. Du coup, je préfère qu'on les fasse quand on a vraiment besoin de les faire. Parce que sinon... je suis quand même un peu frustrée de devoir m'arrêter dans ce que je fais pour faire quelque chose alors qu'on n'a pas besoin de le faire. D'accord. Et du coup, ça enlève du stress aussi un peu de dire, oui, oh ça là enlève là, un peu de stress. Il va falloir faire ça et tout. Voilà. Ça enlève tout ça. Ah, cool. En termes de repas, Flo. Oui, c'est à mon tour. Ah bon, parce que moi je suis. Hein. Oui, moi aussi. Non, là c'était assez bizarre. L'anecdote va peut-être vous paraître un petit peu glauque, mais en fait ma maman elle est décédée et un petit peu avant de mourir, elle m'a confié un truc. Elle m'a dit j'ai l'impression d'avoir passé ma vie à faire des repas. Et elle l'a dit, pas comme si c'était une fierté, mais avec quand même des regrets, quoi. Et pour elle, la cuisine, ça ne s'apparentait pas à du plaisir ou à du loisir. Elle parlait vraiment de cette responsabilité au quotidien, de devoir assurer les menus, les courses, la confection des repas, la vaisselle, la gestion des stocks. Et ça, c'est une part incompressible, en fait, de la vie de famille. Et du coup, moi, je pense qu'inconsciemment, je me refuse à reproduire ça. Mais du coup, en gros, mes gosses, ils mangent du poisson spané, des saucisses knacky et puis de la purée, quoi. Puis quelquefois, des petites boîtes de petits pois carottes, histoire d'avoir les 5 fruits et légumes. Mais là aussi, c'est pareil, en fait. Je me sens quand même une vieille bouse, quoi. Quand je prépare ça, ça va très vite. Et je vois bien la différence, en fait, quand j'ai le temps et l'envie de faire un bon gratin, de cuisiner des bons produits et que j'ai choisi, etc. Tout de suite, là, je retrouve le plaisir, en fait, de partager un repas en famille. Donc, au-delà des années de psychanalyse dont j'ai besoin, moi, ma question, c'est quoi, en fait, les bonnes pratiques pour faire que la question cruciale de l'alimentation, ce soit un moment fun et pas une énième contrainte. Parce qu'en fait, quand même, pour moi, il y a un enjeu de santé derrière qui est réel. Enfin, j'ai pas envie d'empoisonner mes enfants, quoi. Mais en fait, au quotidien, je leur file pas de la super bouffe, quoi. Mais c'est ce que tu es en train de faire, Flo. Il faut vraiment que tu arrêtes. Concernant plus particulièrement la cuisine, justement, allez, balancez vos meilleures astuces là, pour la cuisine, les courses, la confection de repas, la gestion des stocks. Il me fait peur ce mot, moi. Mais oui, je suis pas du tout organisé aussi comme gars, moi. Donc, gestion des stocks, tout ça. Est-ce que vous avez des petits tips, Sixtine et Clémentine?
Ah bah tiens, vas-y, Clémentine, cette fois-ci. Toujours pareil, simple. Du coup, je ne mets pas les pieds dans un hypermarché. Il y a trop de choses. Ouais. Je vais dans un magasin de producteurs pour acheter à manger. Il y a les légumes de saison en local. Et ben, je fais avec ce qu'il y a. Et puis, du coup, j'achète ce qu'il y a. Après, je vais aller soit dans un petit supermarché, soit dans un magasin bio pour acheter ce qui manque, les autres choses dont on a besoin au quotidien. Et on fait avec ce qu'on a. Et c'est plus simple, en fait. Ça limite le choix, Ouais. les tentations, Voilà. l'hésitation. C'est ça. En fait, c'est un truc qu'on apprend en vente, en fait. Quand il y a trop de choix, les gens, ils n'achètent pas parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Et en fait, c'est vraiment retourner le truc, en fait. Se dire, moins il y en a, plus c'est facile, en fait. Donc, en hiver, on mange des brocolis et des blettes, mais c'est cool. Et puis cet été, on mangera des tomates et des poivrons et on n'est pas à se demander devant un rayon de fruits et légumes de 3 km ce qu'on a envie, devant 250 marques de jambon, laquelle on veut. Non, il y a un producteur de jambon, 2 tranches ou 4 tranches et basta. Et ça va vite et c'est facile. Simplifier en amont, en fait, ça. C'est ça. Je vois ça comme ça, moi, C'est en ça. Et du coup, j'ai mon cahier de recettes fétiches avec, c'est pas des recettes en fait, c'est des idées. Et ça va être les pâtes aux légumes. Et les pâtes aux légumes, elles vont pas être les mêmes en hiver, en été, etc. C'est quand on a le temps, quand on n'a pas le temps. Mais voilà, c'est des idées de base. Le cake, en fait, il y a la pâte à cake de départ. Et puis après, on balance dedans ce qu'on veut. Aujourd'hui, on veut qu'il y ait de la viande. Aujourd'hui, on veut qu'il y ait du fromage. Aujourd'hui, on préférerait avec que des légumes. Ah bah, il n'y a pas de lait, du coup, je vais mettre le jus de la ratatouille à la place. Enfin, voilà, c'est adaptabilité, créativité. Ouais, adaptabilité, carrément. Carrément, très bien. Est-ce que c'est sensiblement la même chose pour toi, Sixtine, ou complètement différent? Eh ben oui, je m'y retrouve assez bien dans ce que dit Clémentine. Alors c'est peut-être un peu différent parce que moi j'habite en région parisienne, donc les petits producteurs locaux, ce sera plus sur le marché de la commune. Mais en fait, Florence, t'es pas perdue parce que moi je vois ma façon de consommer et de faire les menus et tout ça, ça a évolué vraiment dans le temps. Au départ, j'allais très très souvent faire mes courses au supermarché et j'allais un petit peu aussi chaque semaine au marché, mais je prenais 10 € de fruits et légumes au marché, donc c'était vraiment pas beaucoup. Puis bon, après la famille s'est agrandie, etc. Plus ça allait, plus je travaillais et moins je prenais de plaisir à aller au supermarché, plus ça devenait une contrainte en fait. Et plus, je me suis organisée justement pour y aller le moins possible. Et donc, en fait, justement, grâce à mon organisateur de vie, en fait, dedans, il y a les fruits et légumes de saison. Il y a aussi une partie où on peut noter ses idées. Où là, moi, ce que je recommande, c'est de noter ses idées, mais avec toutes les personnes du foyer. Parce que y a pas de mal à faire des poissons panés une fois de temps en temps et ça peut faire plaisir. Il faut aussi que ça reste un moment plaisir pour tout le monde et pas leur servir des coquilles Saint-Jacques ou des trucs hyper cherchés à tous les repas, voilà. Donc vraiment, voilà, avoir d'un côté ses idées, d'un autre côté ses menus, ses listes de courses et encore à côté les fruits et légumes de saison. Voilà, et en fait faire ces menus grâce à tout ça. Déjà de faire en fonction des fruits et légumes de saison, c'est un peu ce que dit Clémentine, c'est déjà beaucoup mieux, aussi bien pour l'environnement que pour nous, parce que les fruits et légumes sont meilleurs. En plus, ça coûte moins cher. Et voilà, il n'y a que des avantages. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc je me suis organisée et j'en suis arrivée en fait à ne faire un supermarché qu'une seule fois par mois. Donc je faisais mes menus pour le mois. Donc là, j'avais une façon très facile de faire mes menus. C'était, je mettais parce que donc moi je dois faire des repas midi et soir parce que j'ai mes enfants qui rentrent déjeuner. Donc je mettais des entrées tous les midis, des protéines, voilà, je complétais avec les légumes. Donc ça, je faisais ça sur 4 semaines. Donc ça évite d'avoir des plats qui reviennent trop souvent, le fait de faire un mois d'un coup. Et ensuite, je répartissais les produits laitiers, les fruits, etc. Et donc, ça me permettait de n'aller qu'une seule fois au supermarché. Mais petit à petit, j'ai
pris encore moins de plaisir d'aller au supermarché. Et puis surtout aussi, j'ai refait des changements dans mon alimentation. Je me suis tournée un peu plus vers le bio. Et donc maintenant, en fait, je ne vais plus du tout au supermarché. C'est pour ça que je me retrouve dans ce que disait Clémentine. Je ne vais que au marché et en effet, ça me limite aussi dans le choix des viandes, des poissons. J'en achète beaucoup moins, mais du coup, c'est de bonne qualité et voilà. Quoi dire? Oui, alors après, si j'ai une astuce au niveau des menus, les listes de courses, tout ça, moi, ce que je fais en général, c'est que je me choisis un jour fixe. En général, par exemple, c'est le lundi parce que mon marché, c'est le mardi. Donc, le lundi, je fais mes menus et ma liste de courses. Et comme ça, le mardi, je vais au marché. Et le fait, en fait, que ce soit mis comme ça enfin, pas forcément sur le planning, mais en tout cas que ce soit établi, je me pose pas la question, en fait, le jeudi de « Ah, tiens, qu'est-ce que je vais faire comme menu la semaine prochaine ?» En fait, c'est déchargé de ma charge mentale. Je sais que ce sera fait le lundi. Voilà. D'accord, ouais. Ça soulage après pour tout le reste de la semaine et des jours qui suivent. Ok. Voilà. Merci, Sixtine. Continuons avec les révélations de Florence. Parlons ménage. Non, juste pour compléter cette histoire de cuisine, donc il y a beaucoup de familles qui utilisent le Thermomix. En général, elles sont très satisfaites. Sixtine, tu pourrais nous en dire quelque chose. Il y a aussi l'idée du batch cooking, qui est de prendre 2 heures pour cuisiner tous ses repas du soir de la semaine. Voilà, c'est une technique qui permet en 2 heures d'avoir 5 repas complets hors dessert. Vous pouvez aller voir sur Internet, il y a plein de façons d'utiliser. Ça m'angoisse. D'accord. Non, mais en fait, comme dit Xixine, ça décharge beaucoup de savoir qu'en fait, tu fais les choses une fois, puis après, tu es tranquille pour la semaine. Donc, tout ce qui est pour batch cooking, Thermomix, je sais que tu as un compte aussi, Sixtine, voilà, on peut s'y rendre. On mettra les infos dans le descriptif du podcast. L'heure tourne, donc on va passer à la phase ménage. Attention. Donc moi, vous l'avez compris, ça me tape sur système. Mais dans le sens où, quand je vois la poussière qui s'accumule dans les coins, les traces sur les vitres, les marques de chaussures sur le sol, la crédence pleine d'eau, de taches d'eau séchées, en fait, j'ai un immense sentiment d'abattement. Et clairement, j'avoue aussi, souvent, j'ai envie de pleurer parce que je me dis, mais quand est-ce que je vais pouvoir ça? J'ai pas envie de faire. Et puis, en fait, chez nous, il y a des surfaces qui sont hyper salissantes. On est plein sud, donc en fait, c'est jamais propre, quoi. Il y a tout le temps de la poussière. Donc, en termes de tips, moi, il y a une seule chose dont je suis super fière, c'est que je passe la raclette dans ma douche à chaque fois. Mes enfants le font aussi. Et c'est un truc, ça me procure un sentiment d'alignement vraiment très intense. Je me dis vraiment, je fais ce qu'il faut, je le fais tous les jours, c'est bien, tout est clean. Et puis, il y a une autre chose aussi qui est bien rangée chez nous, c'est les jouets des enfants. Et parce qu'en fait, c'est indispensable de savoir où retrouver le jouet d'un enfant quand il ne sait pas où il est, parce que sinon, ça finit mal en général. Donc voilà, pareil, quand tout est bien rangé, que rien dépasse, que je peux chercher quelque chose et que je le trouve à la bonne place, je suis là, mais yes, trop bien, ça y est, j'ai la maîtrise de mon existence. Donc voilà, j'ai des crises mystiques face au ménage. Mais vous, c'est quoi vos routines, vos façons de vous motiver, les produits magiques que vous utilisez et votre système de rangement imparable? Donc moi, ce que j'ai compris de Clémentine, c'est qu'il faut faire en sorte de ne pas avoir trop à ranger. Oui. Alors moi, j'ai pas de routine. D'accord. Parce que je déteste la routine. La routine me désespère. Donc je fais le ménage quand j'en ai marre, quand c'est trop sale. D'accord. Donc j'assume, du moins j'essaye d'assumer le fait que des fois c'est crade. Et en fait, ça va me prendre genre, cette baignoire, je peux juste pas monter dedans avant pour me laver. En fait, elle est trop sale, donc je la lave à ce moment-là. Alors, je dis pas que c'est le meilleur truc à faire, mais j'arrive pas à faire autrement. Donc, au bout d'un moment, j'ai arrêté d'essayer de me dire, alors voilà, lundi, je nettoie la salle de bain, mardi, la cuisine, parce que juste, c'est pas moi, ça marche pas. Et voilà, donc pour le ménage, après, j'ai 2 produits. Je fais à peu près tout avec. J'ai une pierre d'argile. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Bien sûr. Et de l'eau avec du lait. Bien sûr. Attends, Flo, pierre d'argile, bien sûr. Alors, c'est un gros savon blanc. Un gros savon blanc. Qui frotte les trucs. Et tu mouilles un peu, tu mets ton éponge dessus et ça nettoie plein de surface, la pierre d'argile. Exactement. Et ça raye pas. Alors, et ça raye pas. Bang, Flo. Je t'ai mouché. À fond, là. Et c'est super écolo, ça dure super longtemps, ça coûte pas cher, c'est génial. Voilà, du coup, avec ces 2 trucs-là... Et le deuxième, c'est quoi ? De l'eau avec du vinaigre. Ah, d'accord, oui. Et un pchit. Ouais. Et voilà, avec ça, je fais quasiment tout, à part les toilettes, je dirais. D'accord. Donc, ça, encore, voilà, une fois, c'est simple.
vite et la pierre d'argile se balade dans la maison en fonction de où est-ce que c'est sale. Et voilà. Sinon, minimalisme, moins il y a de trucs à ranger et moins il y a de trucs à faire la poussière dessus, etc. Et plus on gagne de temps. Donc au final, chez nous, le truc à dépoussiérer, c'est les plantes. Il y a des plantes vraiment partout. Donc c'est dépoussiérer les feuilles des plantes pour qu'elles puissent faire la photosynthèse. Et je pense que sinon, c'est des surfaces qui sont... il n'y a pas de bibelot, il n'y a pas de trucs comme ça. Du coup, faire la poussière, ça va super vite en fait. Je passe l'aspirateur pour faire la poussière. Et ça va vite. Et voilà, et les livres, sinon, qui prennent un peu la poussière. Mais pareil, on peut passer l'aspirateur dessus et ça va plus vite. Et voilà. Easy. Simplifier. Simplification même. C'est parfait. C'est parfait. Sixtine, des petits tips pour toi? Sixtine, tu seras sûrement du côté des routines. Ou pas forcément. Oui. Ouais. En fait, moi, je me suis aperçue que quand on fait un petit peu quand même tous les jours, ça évite de faire trop d'un coup. Mais ceci dit, je fais pas ça sur toute ma maison. Je ne passe pas ma journée à faire du ménage. Je me concentre sur ce qui est essentiel pour moi, en fait, ce qui me fait vraiment... qui me procure du bien à chaque fois. Et donc, ça, c'est une habitude qui m'est venue après avoir lu la méthode Fly Lady, Entretien avec son évier. Je me concentre notamment sur l'évier de ma cuisine et la cuisine en général, c'est-à-dire que le soir, quand je vais me coucher, on va dire 80% du temps, toute l'année, l'évier est propre, il n'y a rien qui traîne, le plan de travail est dégagé. Et ça, c'est vraiment une habitude que j'ai prise parce que le matin, quand j'arrive, ça me fait l'effet waouh dès le matin. Ça me procure vraiment énormément de bonnes énergies. Après, comme Clémentine, je suis aussi vachement pour le désencombrement. Par exemple, dans la salle de bain, il n'y a pas un truc qui traîne sur les vasques. Ce qui permet de, quand on se lave les dents, on donne un petit coup hyper rapide. Ça se fait vraiment en 2 secondes. Et alors, si je peux te donner un tips plutôt que la raclette comme ça, c'est le séchage. Vraiment d'avoir un petit chiffon dans ta salle de bain pour sécher tout de suite ton évier ou dans la cuisine ou dans la salle de bain, tu sèches tout de suite et ça va te demander beaucoup moins de travail après pour enlever le calcaire. Voilà, donc ça, c'est pareil, c'est investir dans du bon matériel. Donc, une microfibre de mauvaise qualité qui coûte 50 centimes, ce ne sera pas la même qu'une microfibre qui coûte, on va parler de moins de 10 euros. Attention, c'est 5-6 euros, mais voilà, ça va faire toute la différence. Une microfibre de bonne qualité, quand tu vas la passer sur ton évier ou sur ton plan de travail, ça va vraiment absorber tout de suite ton eau. La microfibre de qualité, tu pourras essuyer 10 fois, ça va juste étaler ton eau. Comme sur les enfants un peu aussi, ça marche pareil, j'ai remarqué. C'est-à-dire la microfibre pour nettoyer les enfants, tu connais pas? Non. J'ai plein de tips encore, moi, à te donner, Flo, hors antenne. Ouais, les super serviettes qui encombrent pas les valises, c'est pas mal. C'est ça, c'est clair. Voilà, après, c'est vrai qu'aussi, moi, j'ai pas non plus envie de me prendre trop la tête avec le ménage. Donc, c'est vrai que dès que j'ai gagné mes premiers euros, ça a été pour m'offrir les services de quelqu'un qui allait le faire à ma place. C'est la classe, je ferais pas. Le but, quand j'ai commencé à bosser, j'ai dit à mon mari, ça va aller pour quelqu'un qui va venir m'aider 2-3 heures dans la semaine. D'accord. On sortira des petites stats justement à... je peux la dire maintenant, en fait, les femmes consacrent 1 heure de moins de travail ménager qu'avant. Enfin, je ressortais mon truc, c'était pas tout à fait là. Mais comme ça résonne avec ce que tu dis, oui, entre 1986 et 2010, les femmes ont consacré 1 heure de moins au ménage et aux courses. Mais c'est grâce notamment avec la popularisation du lave-vaisselle et surtout, comme tu dis, l'externalisation de ces services-là. Voilà. Très bien. Jim, je peux ajouter un truc? Oui, vas-y. Il y a aussi... je trouve, pour le ménage, c'est chouette d'essayer de rendre le truc sympa. Par exemple, moi, je suis super frileuse et j'aime bien faire la vaisselle parce que l'eau, elle est chaude. Et du coup, essayer de
penser aussi à essayer de trouver un truc sympa dans ce qu'on fait. Ça peut, enfin tout à l'heure, Florence, tu disais que ça te prenait la tête et tout, que tu étais en colère quand tu faisais ça. Ouais, clairement. Moi, je me souviens que c'était pareil avant et j'ai cassé la corne de ma tasse licorne parce que j'étais en colère quand je la lavais. J'étais trop triste après. Et en fait, du coup, essayer d'y voir un truc positif, en fait, même un petit truc, ça permet de, enfin, je sais pas, enfin, ça fait des grands mots, mais essayer de transformer le truc en une espèce de méditation, je suis dans l'instant présent, tout ça. Enfin, en vrai, ça aide à ce que ce soit plus sympa, en fait, et d'être moins énervé quand on le fait. Oui, t'avais une vidéo comme ça sur Insta il y a pas longtemps où tu mettais de la musique. On te voyait, t'étais en train de faire ton pchit, désespéré. En effet, je me suis dit, tiens, il faudrait que je lui dise, mets de la musique, c'est vachement bien, tu mets des écouteurs. Puis donc soit en effet tu es dans le mode méditation et là non c'est au calme et vraiment tu te dis je fais ça pour ma famille, c'est génial, je vais avoir une belle maison après et tu vas te mettre dans un état d'esprit positif. Soit sinon bon si t'es pas très méditation c'est les écouteurs, la musique à fond et vas-y je nettoie tout et puis vraiment quand tu te mets dans ce mode hyper active tu te rends compte qu'en fait ton ménage mais sans mentir, hein, la dernière fois, je sais plus, je m'étais filmée en 30 minutes, j'avais fait toute la chambre, toute notre chambre, mais même les tringles de rideaux, les étagères, j'avais tout fait, le passer l'aspi, voilà, secouer les draps, mais quand tu es en mode warrior, ça peut aller très très vite. C'est ça. De toute façon, ça se prend jamais beaucoup de temps avec moi. L'heure tourne, on va finir très très rapidement sur la question du linge. On parlait justement des tâches ménagères qu'on aime bien. Moi, c'est ma petite marotte, le linge. C'est vraiment ce que je préfère. En fait, on a beaucoup de machines à la maison parce qu'on a une petite machine puis qu'on n'a pas beaucoup de vêtements. En fait, les enfants, ils utilisent souvent les mêmes et puis souvent ceux dans lesquels ils sont confortables et qui peuvent tâcher. Donc voilà, moi, je fais partie de ces personnes qui aiment manipuler le linge, le dépendre, l'étendre, machin, ça sent bon, etc. Et puis donc, j'ai 2 grands étendages et je fais sécher beaucoup de linge en même temps. Et ma grande fierté, c'est quand le linge, donc je ne repasse pas, hein, passe directement de l'étendage à mes enfants. J'ai pas besoin ni de le plier ni de le ranger parce que du coup ils vont chercher l'étendage. Donc j'ai pas encore systématisé le truc. Mais voilà, ça me fait gagner du temps. Mais en même temps, quand je plie le linge, j'aime bien ça. Ça me détend. Voilà. Et puis quand on parle du linge, j'essaie de visibiliser un peu toutes les tâches qu'on fait à la maison. Gérer le linge, c'est aussi trier les fringues trop petites, les donner ou les revendre, stocker les fringues qui sont encore trop grandes, racheter ou chiner des vêtements adaptés à chaque saison. Et tout ça aussi, c'est une charge mentale. Il n'y a pas simplement laver et ranger du linge propre. Donc voilà par rapport au linge. Et donc entre vous et votre machine à laver, c'est quoi? C'est la love story ou elle vous cherche un peu des noises, quoi? Sixtine, vas-y, je t'en prie. Alors chez nous, depuis quelques années là déjà, c'est mon mari qui s'occupe du linge. Donc pareil, ça s'est fait plus je travaillais et plus la répartition, mais bon on en parlera après, hein, oui. C'est fait comme ça. Alors moi personnellement j'ai installé depuis déjà au moins 10 ans des bacs de tri. En fait j'ai pris des poubelles de recyclage de chez Ikea sur lesquelles j'ai collé en fait des stickers représentant des couleurs claires, des couleurs foncées et du délicat. Et en fait, c'est hyper facile à utiliser. Les enfants soulèvent le couvercle, jettent leur truc et le referment. Et donc ça, je l'ai installé sur le palier, vraiment au milieu des chambres parce que je voulais que ce soit accessible vraiment par tout le monde. Et donc ça fait déjà un gros travail puisque le linge est déjà trié au moment où on fait ces machines. Et dès qu'on peut plus fermer le bac, et on sait que c'est le moment de faire des machines. Donc voilà, ça c'est assez pratique. Ensuite, au niveau du pliage, alors j'utilise bien sûr la méthode Marie Kondo du pliage vertical, mais je ne le fais pas pour tout le monde parce que je trouve que ça ne s'adapte pas forcément à n'importe quelle personne et à n'importe quel âge. Voilà, c'est une technique à apprendre. Moi, j'ai une aînée, ça ne correspondait
vraiment pas. Et donc, du coup, on lui a juste fait un placard fermé avec des étagères. Elle met en pile. C'est un peu le foutoir, mais c'est pas grave. Je l'avais noté tout à l'heure quand on en parlait. Pour ma part, en fait, je me concentre vraiment sur les pièces de vie familiale. Mais les espaces des enfants, en fait, c'est leur espace à eux. Donc, c'est eux qui la gèrent, en fait, c'est pas moi. Et après, s'ils veulent que ce soit en foutoir, c'est en foutoir. C'est pas mon problème. La seule chose, c'est que, par exemple, si je peux pas accéder à leur lit pour leur dire bonsoir le soir, eh bien, je leur dis, non, je suis désolée, pas de baiser ce soir parce que je ne peux pas accéder à ton lit. Et en fait, ils se rendent compte par leurs actions des conséquences. Et c'est comme ça, en fait, que je les éduque à ranger leur chambre s'ils veulent derrière qu'il y ait quelqu'un qui y entre. Voilà. D'accord. Donc, je me suis un peu éloignée du linge, mais voilà. Alors, donc, voilà, pour finir sur le linge, c'est ça. C'est vraiment adapté en fonction de chaque personne, en fonction des rangements aussi, si on a des étagères ou plutôt des tiroirs. D'accord. On mettra aussi en descriptif du podcast la méthode que tu as citée de Marie Kondo. C'est ça ? Marie Kondo, voilà. Et toi, Clémentine, alors ? Alors, Marie Kondo pour moi aussi. Et c'est le seul truc, elle est très très carrée, c'est le seul truc que j'ai réussi à récupérer de toute sa méthode, parce que sa méthode c'est pour toute la maison, mais c'est vraiment le seul truc sur lequel j'ai accroché chez elle. Le pliage vertical. Et du coup, pour Antoine, qui ne sait pas garder des vêtements pliés, il a 2 bacs et c'est en vrac dedans. Et ça marche bien. 3 bacs, pardon. Tu peux le dire, hein ? 3 bacs. T'as combien de bacs, Antoine ? Il y en a 3. Il y en a 2 oranges et un rouge. Ils servent à quoi ? Il y en a un avec les pantalons et les t-shirts propres, un avec les suites propres et les pulls, et un avec ceux que j'ai déjà mis qu'on peut encore mettre parce qu'ils sont pas vraiment très très sales. D'accord. Yeah. Et sinon, j'ai aussi une toute petite, une petite étagère avec 3 tiroirs, un avec des Legos et les 2 autres, il y a les chaussettes dans un et les slips dans l'autre. D'accord. Donc ce que je comprends, c'est que tu plies pas tes vêtements, tu les récupères non pliés. On les prend et on les met dans le bac comme ça. D'accord. Ok. Ok, et c'est quoi le pliage vertical là, on peut faire une mini explication non pliage vertical. En fait, pour un t-shirt, par exemple, tu vas le plier, je dirais, encore en 2 par rapport à ce qu'on le plie habituellement, peut-être même en 3 pour les grands t-shirts de garçons. Et après, tu les ranges juste à la verticale, les uns à côté des autres dans le tiroir. Au lieu qu'ils soient à plat les uns sur les autres, ils sont vraiment l'un à côté de l'autre. C'est le rangement qui est vertical en fait, pas totalement le pliage. Ok, d'accord. La méthode de Marie Kondo, c'est que tu dois arriver à le plier de manière à ce qu'il tienne debout, tout seul, sans rangement. Ok. Et est-ce que toi, tu restes debout quand tu le plies ? Est-ce que tu restes à la verticale ? Tout à fait. Oui, je le fais pas allonger. Non, mais moi, j'imaginais quelqu'un qui arrivait à plier son truc debout, tu sais, en restant... sans qu'il y ait de surface. Sans qu'il y ait de surface, voilà. Moi, j'avais dans ma tête, pliage vertical. C'est pour ça que je voulais qu'on précise, en fait. Parce que je voyais les gens, je disais, wow, ils doivent faire de l'origami avec les sapes, les gens, en suspension, ça doit être pas mal. Ok, d'accord, maintenant, je vois mieux. Ok, super, pliage vertical. Merci pour vos précisions. Il y a pas mal j'ai tout un thème de vidéos sur mon Insta avec des vidéos du pliage vertical, justement. D'accord, mais on ira voir. Je vais aller check ça. Ça marche. Petite pause, Flo, si tu veux bien ? Oui. Allez, petite pause musicale. On se retrouve juste après, les amis, pour cette émission Part en Live, 20e édition, consacrée à la facilitation de la vie au quotidien, du balai la charge mentale, comme dirait Flo. On se retrouve tout de suite après avec nos 2 invités, 3 invités, Clémentine et Antoine sur le plateau, et Sixtine qui est en visio avec nous. À tout de suite, les amis. All the things you made believe, things we said we should achieve. You took it all like a thief. Why'd you do that? Till that day I was so naive, but then I saw a face I'd never seen. You were a different one anytime you leave. I never knew that. It's bowing down to who's above, or looking down on who's below. Bowing down to who's above, or looking down on who's below. Looks are deceiving. I believe in something bigger than me.
secrets you wanna find, things you cannot find out, and you keep trying. God forbid that we lose face. Show me your true face, and I show you mine. Bowing down to who's above, or looking down on who's below. Bowing down to who's above, or looking down on who's below. Looks are deceiving. I believe in something bigger than me. Looks are deceiving. I believe in something bigger than me. Wearing faces. Wearing faces. Wearing faces. Wearing faces. Swim with the tides, sway with the wind. Join the choir along, you sing so out to win. I don't know you. Faceless, shadowless, in between, more or less and more. At what expense? I don't know you. Let's hope that somebody looks are deceiving. I believe in something bigger than me. Looks are deceiving. I believe in something bigger than me. Oh, wearing faces. Wearing faces. Wearing faces. Wearing faces. Wearing faces. Wearing faces. Wearing Yes, les copinous. On est de retour à 13h43. Bienvenue si vous débarquez sur News. C'est Parents Live numéro 20 consacré à la vie de famille, l'émission du balai, la charge mentale cette fois-ci. Comment se faciliter la vie au quotidien. On revient avec cette partie. J'ai envie de te dire, Flo, cette fois-ci, on passe à autre chose, encore la répartition des tâches. Oui, parce que là, c'était pendant une demi-heure, on s'est demandé comment faire pour se faciliter la tenue de sa maison. Mais on peut se dire aussi que répartir les tâches, les mathématiques, ça permet de moins en faire quand même. Et notamment les répartir avec la personne ou les personnes qui partagent notre vie. Parce qu'on n'est pas forcément en couple, et puis parce que des fois, il y a des grands-parents, il y a des personnes qui travaillent, qu'on emploie, etc. Mais voilà, comment on se répartit tout ça? Et là aussi, j'avoue, on entame un gros chapitre des convenues parentales. On peut peut-être fermer la porte parce que... Ce serait mieux, j'y vais. Ouais, merci. Donc non, à mon grand dame, on n'est pas un couple paritaire ni égalitaire, en tout cas pas encore, car l'espoir fait vivre, comme on dit. J'en fais en gros 1000 fois plus, à la louche. Je supporte la charge mentale et ouais, il n'y a que moi qui connais la pointure de mes gosses et qui prend les rendez-vous chez le coiffeur, par exemple. J'ai testé pas mal de techniques qui ont toutes lamentablement échoué les unes après les autres. Je suis passée par tous les modes, agressif, compréhensif, défaitiste, pédagogue, sentimental, féministe. Et moi, je comprends pas toujours ce qui coince. J'ai l'impression d'avoir eu 10 fois cette conversation avec mon compagnon, genre je gère le linge et la cuisine, ok, et toi tu gères le ménage et les ordures. Résultat, je vide les poubelles 9 fois sur 10 et il n'a pas quand il s'en occupe, c'est qu'elle déborde déjà, donc je suis déjà saoulée en fait. Et puis le pire, c'est qu'il n'a pas vraiment l'excuse du boulot parce qu'en fait, de toutes nos années de vie commune, depuis qu'on est parents, il y a eu plusieurs configurations. On a été tous les deux au chômage. Des fois, il était à temps partiel, moi à temps plein. On a été tous les deux à temps plein. Et à part l'hiver où il bosse tous les jours, finalement, on est quand même assez égalitaire par rapport à notre vie professionnelle. Bon, bref, vous avez compris, je l'aime pour plein d'autres trucs, mais pas pour ça. Et le jour où on fait une émission sur la sensibilité des hommes, je lui ferai une meilleure presse. Promis. Ouais, alors du coup, attends, moi, question à Antoine, Oui. du coup, directement. À ton avis, Antoine, pourquoi c'est important de partager les tâches dans une famille ?
Bah pour moi, s'il y a qu'une seule personne qui se retrouve à tout faire, en fait, bah du coup, elle fait tout et du coup, elle peut rien faire d'autre. Du coup, bah c'est un peu dommage pour elle parce que bah elle peut pas avoir du temps pour elle. Puis pour les autres parce que c'est cool aussi de partager des moments ensemble. Très bien. Même, tu veux dire même les tâches à faire ensemble, ça peut être drôle aussi, peut-être. Oui, bah oui, faire des tâches ensemble, ça peut être drôle aussi. Enfin, les grosses tâches parce que faire une petite vaisselle du midi avant de partir à un endroit, on va pas la faire à deux, ça va être un peu serré, quoi. C'est clair, c'est clair. Et puis, bah voilà, comment rendre tout ça plus attractif, plus sympa à la maison, les tâches ménagères, la répartition des tâches. Voilà, on peut les faire certaines choses à deux, c'est cool. Je sais pas, est-ce que vous avez des petites préférences? Ouais, Clémentine moi l'idée... Toi? Non, mais je me dis, l'idée, c'est de trouver aussi un modèle gagnant-gagnant où finalement, qu'est-ce qu'on va gagner à s'investir chacun à part égale ou en tout cas à réfléchir à une organisation qui nous convient dans le foyer, qui n'est pas forcément à part égale, mais si elle nous convient et qu'on la réfléchit ensemble et qu'on la valide ensemble, c'est quand même autre chose que si elle est juste subie par une seule personne. Donc ouais, l'idée c'est comment on se répartit les tâches dans la famille. Est-ce que c'est au jour le jour? Est-ce qu'on anticipe? Est-ce qu'il y a des outils? Est-ce qu'il y a des applis? Est-ce que c'est conflictuel ou pas? Et l'idée là, c'est vraiment pas de se dire pourquoi ça se passe comme ça, parce que là on en a pour des heures, mais plutôt de se dire comment on fait autrement si la répartition qu'on a des tâches actuellement dans la famille nous convient pas. Je sais que Clémentine, tu as une petite astuce. Alors, moi j'ai essayé d'avoir une vision objective. Du coup, ce que j'avais fait, c'est que j'ai fait un grand tableau avec à peu près toutes les tâches que nous, on avait à faire, que j'ai imprimé. Et quand quelqu'un faisait quelque chose, il coloriait la petite case correspondant au jour de la semaine et à la tâche dans sa couleur. Donc chacun avait sa couleur et ça a permis de voir concrètement qui faisait quoi. L'idée du test pendant un mois, c'était de ne pas en faire soudainement 3 fois plus que ce qu'on faisait d'habitude, histoire de faire genre « Ah non, c'est pas vrai, j'en faisais plein ». Et en fait, du coup, ça nous avait permis de nous rendre compte sur quoi on va, de manière, ce qui nous plaît le plus en fait finalement, ou ce qu'on déteste le moins. Et puis effectivement, de voir en quantité qui est-ce qui en faisait le plus. Et à partir de là, du coup, on avait fait une répartition sur ce qu'on aimait bien faire. Et au final, de tous les tests qu'on a pu faire, ce qui est ressorti, c'est que le plus motivant, c'est de le faire tous ensemble. De se dire, allez, là, on a du temps, on va prendre 2 heures et on fait tous ensemble. Comme disait Sixtine tout à l'heure, des fois on met de la musique, une playlist punk, ça marche bien pour faire le ménage. Et voilà, en fait, si tout le monde le fait, ça entretient la bonne humeur et puis ça va plus vite. C'est satisfaisant en fait de voir que par exemple au travail, les locaux sont quand même assez grands et quand on est 3 ou 4 à s'y mettre en une demi-heure, on a tout fait en fait. Et du coup, c'est hyper satisfaisant. Et puis de voir que tout le monde le fait aussi, c'est chouette. Voilà. Yes. Sixtine, pour toi? Alors nous, pour tout ce qui est tâches, on essaye de faire en sorte que ce soit quelque chose de naturel. Donc, il n'y a pas de tour. Moi, j'ai abandonné les tableaux avec qui fait quoi, à quelle heure et tout, il y a bien longtemps. Et franchement, je trouve que on s'en porte pas plus mal, c'est beaucoup plus zen. On n'essaye pas de peser qui a fait combien, etc. Moi, je pars du principe que c'est impossible d'être dans l'équité. Il faut juste que ça ne reste pas trop contraignant pour une personne en particulier. L'idée, c'est vraiment d'équilibrer et que chacun trouve son équilibre dans la gestion des tâches. Pour tout ce qui est tâches personnelles, en fait, j'ai créé des petites fiches routines que j'affiche, par exemple, à côté de la salle de bain pour la fiche routine du matin, etc. Comme ça, les enfants, plutôt que de répéter 15 fois, il faut mettre la table, il faut ci, il faut ça, je leur dis juste, t'en es où de ta fiche rose, t'en es où de ta fiche bleue? Et en fait, du coup, ils vont eux-mêmes regarder le déroulé de ce qu'ils ont à faire. Et mes fiches, elles ont fini par tomber. Et il n'y en a plus besoin, en fait. C'est devenu une habitude. Les enfants savent. Et l'avantage des horaires, c'est qu'ils savent. Alors nous,
Bon, ça peut paraître un peu militaire, mais on a une organisation très chronométrée, on va dire. Voilà, je récupère la première, je la récupère à 15h50, donc c'est très très tôt. J'ai calculé, j'ai à peu près 5 heures dans la journée pour travailler, donc c'est pas énorme. Donc moi, le soir, j'ai besoin d'avoir du temps pour moi. Donc, j'ai mis une alarme sur le téléphone fixe de la maison à 17h45. Et donc, quand elle sonne, les enfants savent, j'ai même pas besoin de dire, ils l'entendent, ils savent que c'est le moment d'aller prendre leur douche, de se préparer, de mettre la table, de ranger vite faire leur chambre. Et moi, je sais que c'est le moment pour préparer le dîner, etc. Et en fait, au niveau de la répartition des tâches, on s'adapte aussi en fonction des rythmes de chacun. J'en ai une qui est en grande section de maternelle et l'autre qui est en 4e au collège. Donc, ce n'est pas les mêmes rythmes. Celle de 4e, elle a beaucoup de travail. L'autre, pas du tout. Donc, on essaye de faire en sorte que ça vienne naturellement. Donc, moi, quand je prépare le dîner, de toute façon, il n'y a pas de dîner si la table n'est pas mise. Donc, en fait, ils n'ont pas le choix que de la mettre. Ils ne se posent même pas la question. Le dîner n'est pas servi et ce n'est pas moi qui vais mettre la table et ils le savent. Donc, quand ils ont fini leur douche, ils arrivent, ils mettent la table et puis là, c'est bon, ils peuvent se servir. Voilà, et donc je disais, on essaye de faire entre les différents rythmes et les différentes envies. Donc, c'est comme disait Clémentine, en fonction de ce qui nous plaît le plus ou ce qu'on déteste le moins. Voilà, donc par exemple, l'aîné nourrit le chien, la seconde la promène, le 3e met la table, la 4e, elle fait un petit peu en fonction de ses possibilités. Et sinon, avec mon mari, c'est ça, on fait en fonction un peu de nos affinités. Donc lui, moi, je déteste sortir les poubelles, porter un énorme truc. On a une pente comme ça pour sortir les poubelles, donc c'est vraiment pas mon truc. Donc lui, il s'en occupe. Enfin, voilà, ça s'est fait vraiment naturellement. Lui, il n'est pas du tout bricolage. Moi, j'adore monter des meubles Ikea. Enfin, voilà, donc ça se fait, je dirais, ça se fait naturellement. Voilà. Ok. Pour conclure sur ce point-là, on peut citer quelques statistiques que Tiffany Cooper reprend dans sa BD Home Sweet Home. Je crois que c'est quelque chose que tu as chez toi. Oui, qui trône en évidence dans mes toilettes. Je vous disais, je m'accroche. Accroche-toi, Flo. 69% des hommes pensent que c'est normal que les femmes assument la plupart des tâches ménagères, mais au final, 80% de celles-ci sont assurées par ces dernières. Entre 86 et 2010, les femmes ont consacré 1 heure de moins, tu nous l'as déjà dit. Sur cette même période, la participation des hommes, elle a augmenté de 7 minutes de plus. Dis donc, ça se... Pas trop fatigué, les copains? On vous recommande aussi le podcast Rends l'argent de Titiou Lecoq, qui décortique les mécanismes d'interdépendance économique à l'œuvre et leurs conséquences chez les couples, notamment quand les enfants arrivent. Ainsi que le livre de cette même journaliste libérée, Le combat féministe se gagne devant le panier de linge sale. Les épisodes 3, intitulé Des hommes et des chaussettes, et 63 Portraits du mal en couple du podcast Les couilles sur la table. À voir. Donc voilà, ça c'est pour la partie pourquoi on en est encore à la plupart du temps des relations assez inégalitaires dans la question des tâches parentales et des tâches ménagères dans les couples, notamment dans les couples hétérosexuels d'ailleurs. Voilà. Il nous reste un tout petit peu de temps. On en a un petit peu parlé déjà. Sixtine a commencé à l'évoquer. Moi, ça me paraissait important de s'intéresser à comment on autonomise les enfants, comment on les fait participer. Moi, clairement, toujours pareil. Avant, j'avais des principes et puis maintenant, j'ai des enfants. J'ai cette petite maxime là qui illustre parfaitement à quel point j'ai lâché sur le sujet de l'autonomie et de la participation des enfants. Alors que pour moi, ce sont des fondamentaux. Donc, pareil, je le fais pas, mais en même temps, je souffre de pas faire. Donc, j'ai pas trop envie de me prendre la tête avec un énième conflit. J'ai, je pense, une volonté inconsciente de peut-être les garder petits, pas le temps de les laisser faire tout seuls. Bref, je suis toujours assez pressée. Donc, j'ai toujours une bonne excuse, même si je sais que ma démarche, elle n'est pas viable à long terme, en fait. Donc, l'idée, c'est de se dire comment on redresse la barre et comment je motive mes kids à faire partie de l'équipage. Toi, Antoine, dis-nous, quelles sont les tâches auxquelles tu participes chez toi ? Moi, je participe à un peu tout, en fait. Des fois, je fais à manger, des fois, je change mes draps, des fois, je lave le lavabo, des fois, je mets la table, ou plein de choses comme ça. Et en fait, on a un mécanisme qui s'appelle les jetons. Donc, on a une fiche, 3 parties de fiches. Ouais. Une, c'est les 5 minutes, une, c'est les 10 minutes et une, c'est les 15 minutes. Et en fait,
ce qui prend à ma mère 5 minutes. On la met dans la catégorie des 5 minutes. Pareil pour les 10 et les 15. Et du coup, un jeton est égal à 5 minutes. Ok. Et quand je fais par exemple quelque chose qui prend 10 minutes, du coup, dans la liste des 10 minutes, je gagne 2 jetons. Et le jeton, je peux le laisser changer contre des moments avec ma maman. Quand elle n'est pas disponible, je peux venir toquer à sa porte et dire tiens, j'utilise 3 jetons. Trop bien. Du le petit coup, joker. normalement, ça marche, à part si elle est occupée ou si elle a vraiment besoin de faire quelque chose. Mais sinon, je peux venir comme ça avec mes jetons et lui demander un temps. Ok. Et ensuite, on a une liste avec tout ce qu'on peut faire avec les jetons. Voilà. C'est cool cette méthode-là. Ouais, C'est j'aime bien. cool. Ouais, j'avoue. Pourquoi, selon vous, mettre l'enfant en position de coéquipier dans la famille? Qu'est-ce qu'on gagne dans cette approche, Clémentine? Alors, comme Antoine est un garçon, il y a un côté féministe. C'est-à-dire que, voilà, même si tu es un garçon, essayer de l'éduquer comme j'aurais fait si ça avait été Antoinette. Et du coup, voilà, essayer de lui apprendre ces choses-là. Parce que, comme ça, quand il sera adulte et qu'il va habiter tout seul ou pas, il saura faire les choses, en fait. Il va pas être perdu, au secours, je sais même pas me faire cuire des pâtes. Et ça me paraît juste important, en fait, qu'il sache faire toutes ces choses-là pour lui-même, déjà, au départ. Et puis, parce que je trouve aussi important qu'il réalise à quel point ça coûte de l'énergie de faire tout ça. Et du coup, c'est toute l'idée des jetons. Ce qu'il n'a pas précisé dans ce système, c'est que ça ne marche que s'il fait les choses par lui-même. C'est moi qui lui demande, il n'y a pas de jetons. D'accord. Donc, c'est là qu'on est vraiment dans l'idée de l'autonomisation. L'autonomie, ouais. Et du coup, il réalise que ça prend du temps de faire les choses et que, effectivement, si c'est pas moi qui l'ai fait, c'est du temps que je peux lui consacrer. Et du coup, dans sa réponse tout à l'heure, je me suis rendu compte qu'il avait vraiment intégré ça parce qu'il le dit, si c'est tout le temps la même personne qui fait ça, elle peut pas faire des trucs avec les autres. Donc, je pense que c'est ça qui est vraiment important pour moi, en fait, qu'ils comprennent que ça prend de l'énergie et que les gens n'ont pas juste une énergie infinie, voilà. Bien sûr, ouais. Ouais, de prendre conscience un peu de ce que ça coûte aussi à ceux qui font tout. Comment ça se passe pour toi, Sixtine, dans l'organisation avec les coéquipiers kids? Alors nous, j'ai mis donc un système de bons points aussi. Bon, c'est pas exactement la même chose, mais ça se rapproche pas mal. C'est-à-dire que j'ai une petite affiche dans l'entrée où à chaque fois que je remarque que les enfants ont fait un effort, quelque chose de pas forcément naturel pour eux, ou voilà, où vraiment, je sais pas, un jour ils se sont mis à ranger leur chambre de fond en comble et vraiment on voit la différence, ou alors ils ont débarrassé le lave-vaisselle. Alors c'est pareil, ça marche pas si c'est moi qui leur ai demandé. Mais voilà, dès que je remarque qu'ils ont fait un petit effort comme ça sans qu'on leur demande, je leur mets en bon point. Et donc au bout de 10 bons points, il y a en fait j'avais fait des petits papiers avec des idées de choses du type pour la petite dernière, il y avait 10 minutes chronométrées de câlin un jour. Il y avait pour les grands, c'est un repas seul avec les parents, donc ça, ils adorent. Et voilà. Et le but, c'est vraiment d'être dans l'encouragement tout le temps, c'est-à-dire qu'un bon point acquis n'est jamais enlevé. Et ça, c'est hyper important. Voilà, que vraiment, pour les enfants, c'est tout pour eux. Quand on leur enlève un bon point, c'est la fin du monde. Donc, c'est pas le but. Mais par contre, si vraiment ils font quelque chose de grave, par exemple, s'ils tapent quelqu'un ou quelque chose, d'important, là, ils peuvent avoir une croix et donc en fait, ça les bloque. Ils peuvent pas avancer dans leur acquisition de bons points et donc il faut qu'ils fassent une bonne action pour enlever cette croix. Voilà, sachant que comme c'est vraiment pour développer cette envie d'aider, je donne des bons points très très facilement. De temps en temps, je sais pas, je peux en mettre même 2, 3, 4 dans une journée. Si vraiment il est en mode je veux aider à fond, faut les encourager et voilà.
Yes. Et ensuite, pourquoi l'autonomie des enfants? Bah oui, comme Clémentine, le jour où ils vont partir, franchement, ce sera vraiment un beau cadeau qu'on leur aura fait, qu'ils soient déjà bien autonomes. Et puis aussi, ça nous fait gagner énormément de temps. Moi, je vois, dès qu'ils sont capables de faire quelque chose, je les laisse faire. Et ça, depuis qu'ils ont 6 mois. Dès qu'ils tiennent assis, s'ils savent faire un truc, je les encourage en fait à le faire et je le fais plus à leur place. Alors je peux le faire, en fait, je le fais avec eux une première fois. Quand je vois qu'ils ont du mal, je les accompagne pour faire et jusqu'au moment où ils vont savoir faire vraiment tout seuls. Donc ça prend du temps parce qu'au début, il faut être beaucoup à leur côté. J'ai comme exemple les enfants de maternelle en petite section où on nous demande de leur mettre 2 ou 3 fois par semaine les chaussons quand ils arrivent à l'école parce qu'il y a gym ce jour-là. Et moi, j'ai toujours, j'arrive et puis je dis à ma fille, on est quel jour? Là, la petite, c'est les chaussons. J'essaye de leur faire prendre conscience aussi par eux-mêmes. Et donc, en fait, je m'asseyais sur le petit banc à côté et j'attendais parfois 10-15 bonnes minutes qu'elle arrive à enfiler ses chaussons. Mais elle y arrivait, mais ça prenait du temps. Et plus ça allait dans l'année, en fait, moins ça prenait de temps. Et en général, vers le milieu de l'année, voire fin d'année, elle les mettait en 2 secondes, alors que je voyais encore des parents qui prenaient les pieds de leurs enfants et qui leur mettaient. Et je me dis, en fait, c'est pas un cadeau pour eux. Ils gagnent pas de temps parce que moi, à la fin, ça se faisait vraiment en 2 secondes. Et voilà. C'est vraiment un cadeau pour eux et aussi pour nous, pour tout le temps que ça peut nous faire gagner. Yes. Merci. Et est-ce qu'on peut être... on va bientôt clôturer, je crois, cette émission, mais une petite dernière question quand même pour Sixtine et pour rassurer Florence. Est-ce qu'on peut être très bien organisé et quand même se retrouver débordé par moment? Oh oui. Oui, non mais ça c'est par rapport à l'expérience que j'ai vécue en janvier là, où j'ai beau être très organisée avec le Covid, mon mari qui est en déplacement tout le temps, les gens qui m'aident au quotidien, que ce soit côté perso, côté pro ou même mon mari, ils ont tous les uns à la suite des autres enchaîné le Covid, donc j'ai perdu la personne qui m'aidait sur un plan à chaque fois. Plus tous les protocoles fois 4 enfants. Moi, quand j'allais à la pharmacie pour les autotests, c'était par douzaine. Plus les queues au labo qu'on peut faire jusqu'à 2 fois par jour, donc 6 heures au labo dans la journée. Enfin voilà, donc tout ça cumulé, oui, on a le droit de péter un câble. Et ça a été mon cas. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris vraiment un temps pour moi. En fait, quand mon mari est revenu de son énième déplacement, il m'a dit « T'inquiète pas, je rentre demain, donc ce sera les vacances. » Donc j'ai beaucoup ri quand on m'a parlé de la charge des femmes. Voilà, oui, tu rentres, c'est les vacances, d'accord. Tu m'as pris un billet, je peux partir. et là, en fait, il m'a dit non, mais si tu veux, vas-y. Et du coup, je l'ai pris au mot et je suis partie. Alors, j'ai attendu 1 ou 2 semaines et quand j'ai vu que vraiment ça continuait à s'accumuler et que voilà, et je lui ai dit, écoute, là, je sentais que j'étais vraiment à fleur de peau. On s'est fâché 1 ou 2 fois et là, je lui ai dit, non, mais écoute, je vais te prendre au mot. Tu m'as proposé de me prendre des vacances, donc je pars. Et je me suis pris 1 semaine seule. Je suis partie, alors il n'y a pas besoin de faire un truc extravagant, de partir en Amérique du Sud. Je suis partie chez ma tante en Normandie, j'étais toute seule, ça m'a fait un bien fou, ça m'a permis de recharger les batteries et surtout ce que je trouve important, c'est que, on en parlait au tout début de l'émission, c'est important de connaître ses limites et en fait, de prendre du temps pour soi et de faire attention à soi, c'est important de le faire avant que ça n'aille plus, en fait. Voilà, avant que ce soit trop tard. On pourra écouter pour ça l'émission sur le burn-out parental qu'on a fait au mois d'octobre, si je ne me trompe pas. Oui, je la remettrai en descriptif. Ouais, je crois que c'est ça. Tu as envie de réagir, toi, Clémentine, sur la question d'organisation et déborder? Est-ce que ça tient ensemble?
Je l'ai vécu, parce que j'en ai fait un de burn-out. D'accord. Et honnêtement, moi, j'ai toujours pas trouvé la clé pour ne pas être débordée, parce que j'ai trop de mal à poser mes limites. Donc ça, là, pour le coup, j'ai pas trop de conseils à donner, parce que je suis vraiment pas la bonne personne. J'ai tendance vraiment à m'en rendre compte trop tard, à faire. Je me rends compte quand je suis vraiment dans les choux. Et j'y arrive juste pas, en fait. Donc je sais pas, j'ai pas de conseils à donner. Oui, moi aussi, je l'ai vécu, le burn-out. C'était en 2013, là, justement, au 3e enfant. Et en fait, c'est depuis ce moment-là où je me suis dit qu'il fallait vraiment faire attention et que c'était important de faire attention à soi. Et voilà, c'est ce que je disais sur les routines du soir, le fait que j'ai besoin du temps pour moi. J'ai remarqué qu'à partir de 20h, en fait, je suis fatiguée, je n'en peux plus. Et en fait, bah voilà, c'est ma limite. Et donc, je dis toujours aux enfants, bah voilà, 20h, moi, je ne veux plus vous voir. Donc, à 19h, je les mets dans leur chambre. Enfin, la petite est couchée, les autres ne sont pas couchés, mais en tout cas, ils sont dans leur chambre. Je ne vais même pas vérifier à quelle heure ils éteignent, mais en tout cas, à partir de 20h, ils ne viennent plus me voir, ils ne me posent plus de questions sur le quotidien, etc. Ils connaissent ma limite et je pense que c'est hyper important en effet de connaître ses limites et de savoir les dire et je trouve vraiment que nos enfants sont très très ouverts et comprennent vraiment bien ces limites, quoi. Quand on leur explique, vraiment ils comprennent super bien. D'accord, encore des bonnes pratiques de parents. C'est Clémentine, tu avais une petite annonce, toi, à passer avant de conclure cette émission, je crois. Et puis, tu peux aussi en profiter pour nous parler rapidement de ton travail. Oui, alors pour la petite annonce, Antoine et moi et 2 autres amis, on cherche à créer une coloc habitat participatif. Nous, on cherche une grande maison dans l'agglo grenobloise. Donc, si vous avez ça dans votre poche, je ne sais pas comment on peut faire du coup pour faire. Donne ton mail. Du coup, m'envoyer un mail à clémentine@clémentinelamandarine.com. Je ne sais pas si tu pourras mettre le. Bien sûr. Et pour ce qui est de mon blog, du coup, c'est clémentinelamandarine.com. Et j'y partage surtout des astuces en écologie, l'écologie au quotidien. Et il y a entre autres le tableau dont je parlais tout à l'heure à télécharger pour les tâches ménagères et plein d'autres choses, toujours avec pour mot d'ordre comment faire plus écolo et plus simplement. Super. Merci beaucoup, le message est passé. Une autre mine d'or. Oui, exactement. Donc on rappelle le compte de Sixtine, ma petite organisation sur Instagram, et puis tes autres comptes aussi que je mettrai dans le descriptif de l'épisode, Sixtine, qui peuvent inspirer des parents. Donc moi, ça y est, je suis boostée à bloc, je vais reprendre ma vie en main. Promis, je commence demain, et puis comme mon compagnon a sûrement écouté l'émission, ça va tout changer. Juste pour vous dire quand même qu'il ne faut pas trop être pressé parce que question parité et égalité, des chercheurs avaient calculé qu'il faudrait un minimum de 100 ans pour y arriver, et puis avec le Covid en fait ils l'ont recalculé et ça a reculé de 35 ans. Ce calcul est fou, mais bon bref, a priori 135 ans avant la parité et encore. Moi j'avais une petite astuce de flemmarde en puissance que m'a donnée un jour ma belle-mère. Elle m'a dit: si tu reçois du monde, reçois-les le soir quand il fait nuit, on voit ni la poussière, ni les taches au sol, ni les traces sur les vitres. Ça m'a fait trop rire, mais bon, je compte pas inviter des gens que entre septembre et avril, donc il va falloir trouver une autre solution pour les mois d'été. Voilà. Un immense merci à Clémentine et Sixtine de s'être rendues disponibles pour cette émission radio, à Antoine pour sa participation. À toi Greg pour l'animation. Bang bang, à Binge pour la technique aussi. Et à Inès qui nous a écoutés ouais, Inès, en service civique à Radio News FM. Et à News bien sûr, voilà, à chaque fois nous permettre de se faire cette émission. Comme d'habitude, tous les sites, comptes Insta, ouvrages, matériels, podcasts cités seront repris dans le descriptif de l'épisode. De votre côté, si vous voulez compléter les propositions qui ont été faites ou réagir à nos échanges, vous pouvez écrire à parentslive, parents avec un S, parentslive.fr@gmail.com. Puis je fais un petit point juste sur nos autres projets. Donc notre exposition multimédia et participative La Place des Pères, qui questionne la paternité aujourd'hui, est à retrouver jusque fin avril à la Maison des Habitants Anatole France, à Grenoble. On va proposer 2 séances photos, les super pouvoirs des papas, les 11 et 18 mars à 15h30 devant l'école Anatole France, puis Pain-Levé. Et puis un temps festif sur ces questions-là le 9 avril.
L'expo, elle est aussi jusque fin mars à la bibliothèque universitaire Droit et Lettres sur le campus à Grenoble dans le cadre du mois de l'égalité. Et puis, si nous, on part en live, l'expo, elle part à l'ouest parce qu'elle est au centre social Carrefour 18 à Rennes pour la semaine de la petite enfance qui se déroulera du 21 au 25 mars. Et on ira aussi faire des séances photos Les super pouvoirs des papas le 21 mars, si je ne me trompe pas. Voilà. Yes. On espère que cette émission vous a plu, vous a fait rire ou réfléchir. N'hésitez pas à partager autour de vous et à suivre Part en live sur Facebook, Insta. Le podcast du live, il sera disponible aussi sur Deezer, Spotify, Google Podcast et YouTube d'ici une dizaine de jours. On vous retrouve le 11 mai pour parler de parentalité au naturel et on s'interrogera sur comment on intègre la dimension écologique dans la vie quotidienne, dans nos relations et dans l'éducation. Et Yes. Clémentine, tu seras peut-être réinvitée. Merci encore beaucoup, merci Sixtine, merci À toi. merci Clémentine, Antoine, merci Flo. On se donne rendez-vous du coup d'ici un mois, d'ici 2 mois. C'est ça. C'est bien ça.